Allez, c'est parti. Donc, alors par contre, j'ai bricolé mon truc pour que on commence qu'ici. Depuis le tableau là-bas jusqu'au trait. Donc je vous rappelle le principe. On a un objet qui est lancé vers le haut et vers l'avant, avec une vitesse initiale v0, dont la direction est donnée par un angle alpha par rapport à l'axe horizontal. Je place mon repère au point de départ de mon système. J'ai une trajectoire dont on a démontré mathématiquement qu'elle était parabolique. On avait trouvé donc les équations donc de la trajectoire du mouvement. L'ordonnée du vecteur accélération, c'était 0. Pardon, l'abscisse. L'ordonnée, c'était moins g. L'abscisse du vecteur vitesse, c'était v0 plus alpha. L'ordonnée du vecteur vitesse, c'était moins gt plus v0 sinus alpha. Et en primitivant tout ça, on avait trouvé la loi horaire sous la forme, je vous l'ai dit que je préfère écrire, pour éviter les parenthèses, v0t cos alpha. Et une ordonnée qui vaut moins 1,5 de gt carré plus v0t sinus alpha, plus rien du tout, puisqu'on est au point origine du repère. Ensuite, on a trouvé l'équation de la trajectoire, que je ne réécris pas ici parce qu'elle ne me servira à rien, qui prouvait que j'avais une parabole, puisque j'obtenais une équation qui était sous la forme d'un polynôme du second degré. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Non? C'est un peu plus compliqué à écrire, mais finalement, c'est la même démarche. Alors, allons-y pour la première question. Donc, la première question va correspondre au point de hauteur maximale. Que je vais appeler Hmax. Donc ça va être un peu la même structure que ce qu'on a fait dans les paragraphes précédents, sauf que je vais rajouter une question pour savoir où est situé ce Hmax. Et disons que l'abscisse du Hmax va être située à une longueur petit n par rapport au point origine du repère. Donc je vais devoir trouver ce Hmax, je vais devoir trouver cette longueur petit n. Vous notez la question? Caractériser la position du point de hauteur maximale. Caractériser la position du point de hauteur maximale. Donc, je veux la position du point de hauteur maximale, c'est-à-dire que je veux les valeurs de x et de y. Et donc, comme on a déjà fait plusieurs fois, pour avoir les valeurs de x et de y, je dois trouver l'instant où je suis au point de hauteur maximale. Et comme ces deux équations me donnent déjà des choses que j'ai demandées, c'est pas à partir de ces équations que je peux trouver petit t. Et donc, la seule possibilité pour moi de trouver petit t, c'est l'équation qui est ici. Puisque c'est la seule équation qui me reste dans laquelle il y a petit t. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui me permette de trouver petit t. Et qui soit bien sûr directement lié à Hmax. Et donc, pour commencer, je vais appeler T1 l'instant d'arrivée au point de hauteur maximale. Qu'est-ce que ça donne? Si, ça se voit bien. Et finalement, je vais avoir le même raisonnement que ce qu'on a eu pour la vitesse initiale verticale vers le haut. C'est de dire que je suis au point de hauteur maximale, non pas quand l'objet s'arrête, mais quand l'objet arrête de monter et n'est pas encore descendu. C'est la même idée. Et autant ma vitesse, elle n'est jamais égale à 0 parce que j'ai une abscisse qui est constante, autant ma coordonnée de vecteur vitesse, c'est-à-dire la manière dont il se déplace verticalement, elle peut être égale à 0. Donc mon idée, c'est de dire que l'ordonnée du vecteur vitesse à l'instant t1
c'est égal à 0. Puisque je suis au point de hauteur maximale, j'ai arrêté de monter, je ne suis pas commencé à descendre. Oui, exact, Mademoiselle Bérésia et Mademoiselle Bénéja. Non. Laissez-moi trouver. Ah non, Bénéjean, c'est une autre classe, pardon. Mademoiselle Desgranges. Voilà. Et donc, Mademoiselle Bérésia, si ça vous gêne, et ça a l'air d'être le cas, n'hésitez pas à changer de place. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, je suis avec cette équation, et finalement, je n'ai plus qu'à traduire ça en appliquant la formule. Ça me fait moins GT1 plus V0 sinus alpha. Et donc, pour trouver T1, c'est facile. Il n'y a plus qu'à sortir de ça. Même remarque que ce que je vous ai fait dans les fois précédentes, je vais bien détailler tout le calcul. Ceux qui sont à l'aise en maths, vous pouvez faire directement la valeur de T1. Là, je fais passer GT1 à gauche. Ça fait que GT1 doit être égal à V0 sinus alpha. Et ensuite, je divise par G pour avoir T1 qui vaut V0 sinus alpha sur G. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont bien travaillé les paragraphes précédents, on retrouve le même instant T1 que dans la chute libre avec une vitesse initiale verticale, sauf qu'il y a un angle alpha. Dans le paragraphe précédent, T1, c'était V0 sur G. Là, c'est V0 sinus alpha sur G. Autrement dit, mon paragraphe précédent, mon paragraphe 3, eh bien finalement, c'est un cas particulier de ce paragraphe-là, en prenant alpha égale pi sur 2. Donc j'ai bien une vitesse V0 verticale. Oui. Donc on va retrouver cette similitude un peu partout. Donc on a l'instant T1, je veux la position, ben, j'ai trouvé X, j'ai trouvé Y. Commençons par petit l. Donc la distance à laquelle ce point de hauteur maximale se trouve par rapport, enfin, la distance horizontale où se trouve ce point de hauteur maximale, L, c'est X de T1. J'ai plus qu'à remplacer T1 par son expression. L, ça me fait V0 T1 cos alpha. Et même remarque que les fois précédentes, j'ai V0, j'ai T1, j'ai alpha, je fais mon application numérique, terminée. J'ai petit l. On pourrait éventuellement remplacer T1 par son expression, mais finalement, ça ne m'avancerait pas à grand-chose. Oui. Pardon? Ah, c'est parce que j'ai mis ici. J'ai appelé L la distance où se situe le point de hauteur maximale par rapport à l'origine. Et l'idée, quelque part ici, enfin, je sais pas si, mais on a un footballeur qui va tirer un coup franc, donc la balle passe par-dessus les gens qui font ce qu'on appelle le mur. On a quelqu'un qui fait un service de volley-ball, donc ça ne doit passer par-dessus le filet. Enfin, on peut imaginer plein de choses par rapport à ça. Donc, je veux savoir à quelle distance j'ai mon point de hauteur maximale. D'autres questions? Non? Bah, on fait la même chose avec Y, Hmax. C'est donc Y de T1. Et pareil, je remplace dans la formule de Y, ça fait le moins 1,5 de G T1 carré, plus V0 T1 sinus alpha. Vous avez toutes les valeurs numériques, vous remplacez, et vous avez le point de hauteur maximal.
Même chose, si on veut une formule, on pourrait s'amuser à remplacer T1 par son expression, ça ne m'apporterait pas grand-chose dans le cas qui est ici. Monsieur Carlier, on est bien d'accord, si vous êtes gêné par la lumière, vous baissez un petit peu le temps, il n'y a pas de problème. Voilà pour le point de hauteur maximale. Des questions par rapport à ça? Non, c'est bon pour tout le monde? Deuxième point, le point d'impact au sol. Donc de la même manière que dans les deux paragraphes précédents, on va chercher la vitesse d'arrivée sur le sol, mais en plus, on a la question de savoir où est ce point. Alors c'est facile, il est sur y égale à 0, sinon il n'y aurait pas de problème. Mais je vais calculer la distance que je vais appeler grand D, qui correspond à la position du point d'impact par rapport au point origine. Quelque part, ça veut dire que je vais rechercher jusqu'où je peux lancer mon objet. Oui, monsieur Gomez? C'est une bonne question à laquelle on va avoir l'occasion de répondre. Alors, ici, pardon, je ne l'ai pas fait écrire. Donc la question, trouver la position du point d'impact sur le sol, trouver la position du point d'impact sur le sol, et la vitesse en ce point. Trouver la position du point d'impact sur le sol et la vitesse en ce point. Donc, même chose, au niveau stratégique, je veux la vitesse. Donc, x de v et y de v, il faut que je les détermine. Pour x de v, ça va être facile, il est constant. Mais y de v, il faut que je le détermine, donc il me faut petit t. Et même chose, si je veux la distance ici, en fait, je veux x du point d'impact. Donc, c'est une équation que je ne pourrais pas utiliser pour autre chose. En fait, la seule équation que j'ai qui me permet de trouver petit t, c'est y. Les autres, elles vont être utilisées pour répondre à la question. Oui, monsieur Barbier? Non? Là, ici, je vous demande deux choses. Je vous demande la position. Donc, il va falloir que je trouve x. Mais pour trouver x, il faut que j'ai petit t. Je vous demande aussi la vitesse. Donc, il faut que j'ai x de v et y de v. Pareil, pour trouver y de v, alors x de v, non, il est constant, mais pour trouver y de v, j'ai besoin de petit t. Donc, j'ai x de v et y de v qui sont des équations dont je vais me servir pour répondre à la question. Et pourtant, à chaque fois, j'ai besoin d'avoir petit t. Donc, il me faut que je trouve une équation qui n'est pas celle que j'ai déjà utilisée. Il faut que je trouve une autre équation qui me permet de trouver petit t. Et dans toutes les équations que j'ai, la seule qui contient petit t et qui n'est pas utilisée pour répondre à la question, c'est l'expression de y. Et là, ça va bien parce que cette expression de y, je peux la caractériser. Qu'est-ce que j'ai de particulier pour y quand je suis au point d'impact sur le sol? Et ouais, par définition, mon sol ici, j'ai placé l'axe dessus, donc ça fait y égale à 0. Donc ça va me permettre de trouver petit t. Donc allons-y, je vais appeler T2 l'instant d'arrivée au sol. Je vais commencer par trouver T2, ensuite je trouverai x de T2 et x de V et yv de T2. Vous vous souvenez que là ici ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est une question qu'on peut vous poser, combien de temps l'objet met pour faire le mouvement? Ou au bout de combien de temps il retourne sur le sol, enfin on peut imaginer tout ça. Et vous vous souvenez que T2 représente aussi la durée du mouvement, puisque la dérivée, c'est l'instant final moins l'instant initial. Et que l'instant initial, par définition, pour moi, c'est 0. Donc instant final moins instant initial, c'est la même chose que l'instant final. Ça me donnera ça. Enfin, on l'a déjà vu ce système. Qu'est-ce que je... Oui. Donc comme je vous disais, y de T2 égale à 0, car on est sur le sol.
Et donc le sol, c'est l'axe des x, et l'axe des x, c'est 0. Et ce 0, ben, je remplace y de t2 par son expression, ça me fait un moins 1,5 de g t2 au carré, plus v0 t2 sinus alpha. Ce qui me fait un moins 1,5 de gt2 carré plus v0 t2 sinus alpha égale à 0. Attention, alors c'est pas un piège, mais disons que c'est une maladresse. Pour ceux qui sont un peu matheux et qui se disent, bah tiens, chouette, c'est un polynôme du second degré qui est égal à 0. Bien sûr que c'est un polynôme du second degré qui est égal à 0. Bien sûr que si vous voulez, il y a discriminant réduit, il y a tout ce qu'il faut. C'est un polynôme du second degré sans constante. Donc, il y a beaucoup plus rapide que le discriminant. Je vais factoriser par T2. Ça va plus vite. Je me retrouve avec un T2 facteur de moins 1,5 de G T2, avec le carré, plus V0, je factorise par T2, il me reste V0 sinus alpha, et ça, c'est égal à 0. Ça se voit, ça? Ouais, ça se voit. C'est quand même plus simple pour trouver T2. Alors, faites attention de ne pas dire les bêtises comme il y a dans votre bouquin. Mais bon, c'est marqué depuis des années, mais il faudrait peut-être le changer. Dans vos bouquins, ils mettent, on est bien d'accord, produit de 2 facteurs égale à 0, ça veut dire que là, au moins, des facteurs est nul. Première solution simple, T2 égale à 0. Dans votre bouquin, ils marquent c'est impossible. C'est idiot. C'est pas impossible. C'est quoi T2 égale à 0? C'est l'instant initial. Ça répond bien au problème qu'on s'est posé. À l'instant initial, je suis bien à T2 égale à 0. Donc, c'est pas que ce soit impossible, c'est que c'est le point de départ. Donc, c'est pas celui qui m'intéresse. Oui. Bah, par définition, justement, le point de départ, c'est quand on commence à 0. À chaque fois que je démarre un mouvement, je considère que je démarre à t égale à 0. Oui. Donc dire que t2 égale à 0, c'est pas une solution de problème, c'est pas vrai, puisque le point de départ, j'ai fait exprès justement de le mettre à égal à 0, puisque j'ai mis le point origine là-dessus. Donc ça, parce que au niveau maths, je suis en train de trouver y égale à 0. Et au niveau physique, c'est clair, j'ai deux solutions. Bien sûr que c'est celle-là qui m'intéresse, mais au niveau maths, celle-là aussi, les solutions. Donc c'est ce que ça veut dire là. Après, ça ne m'intéresse pas, donc je la laisse de côté. Mais, il ne faut pas dire que c'est impossible. Deuxième solution, c'est le contenu de ma parenthèse qui est égal à 0. Moins 1,5 de GT2, plus V0 sinus alpha, égal à 0. Je vais passer le 1,5 GT2 à droite, je lis mon équation à l'envers. Là maintenant, vous commencez à avoir l'habitude des bricolages. Ça me fait un 1,5 de GT2 qui est égal à V0 sinus alpha. Ou pour ceux qui préfèrent, je fais passer V0 sinus alpha à droite, puis je multiplie tout par moins 1. Donc, un T2 qui vaut 2V0 sinus alpha sur G. Oui. Oui. Parce que comme la première, c'est le point de départ, bah je sais que le point d'arrivée, c'est forcément la deuxième. Donc, vous avez votre réponse, M. Gomez. Puisque T2, c'est 2V0 sinus alpha sur G, et que V0 sinus alpha sur G, c'était T1. T2 égale 2 fois T1. On a bien un mouvement qui est symétrique. On met autant de temps pour monter qu'on met pour descendre. Des questions? Non? Oui? Ah, attention. Vous avez raison.
Ben, le parabole est symétrique par rapport justement à son axe de symétrie qui passe entre guillemets par le sommet. On ne sait pas du tout comment est orientée ma parabole. Alors, on pourrait très bien avoir un bout de parabole qui serait ouais. On pourrait avoir un truc qui fait ça. Ça ressemble un peu à ça. Je suis un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord avec vous. Mais pour reprendre votre raisonnement, ce qui serait juste, c'est qu'à partir d'ici, on pourra prendre l'équation de la trajectoire, montrer que c'est une parabole, que cette parabole a pour axe, finalement, l'axe parallèle à y passant par petit l. Vous voyez, ça demande une démonstration mathématique. Pas très compliquée, mais ça la demande quand même. D'autres questions? Non? Bon, bah on a T2, il n'y a plus qu'à. Je commence par ma première partie de réponse. Donc x de T2, c'est la distance D que je cherche. Et donc ma distance D, c'est V0, T2, cos alpha. Finalement, c'est la même idée que pour petit l, hein, en remplaçant T2 par T1. On vous demande que ça, on s'arrête là. Souvent, on ne vous demande pas que ça. Il y a des exercices où on veut que la distance D soit la plus grande possible. On vous dit, par exemple, que l'exemple classique, c'est de lancer de poids. Avec une vitesse initiale constante, comment est-ce qu'on peut diriger le lancer de poids de manière à ce qu'il aille le plus loin possible? Autrement dit, comment on peut rendre D le plus grand possible en jouant sur alpha? Donc à ce moment-là, alpha n'est plus une donnée du problème, mais une variable. Donc, pour arriver à répondre à cette question, ben là, par contre, il faut que je fasse comme on avait fait, même si ce n'était pas utile les fois précédentes, là, c'est indispensable que je remplace les deux par son expression, puis je vois ce que ça devient. Autrement dit, ici, je vais avoir une distance qui vaut V0, sinus alpha, facteur de 2 V0, pardon, V0 cos alpha. Facteur de 2 V0 sinus alpha sur G. Donc mon idée, c'est de trouver la distance D en fonction de V0 G, qui sont des constantes qu'on a, et de alpha. Pas qu'intervienne une grandeur intermédiaire comme T2, parce que si ici je cherche alpha, j'ai un problème parce que T2 contient alpha aussi. Donc il faut que j'ai un lien entre D et qui ait comme seule variable alpha. Alors, je bricole le truc à ma manière, je le mets sous la forme V0 sur G, facteur de 2 cos alpha sinus alpha. Je le mets sous cette forme-là, parce que c'est une formule de trigonométrie. Et là, on arrive à une partie dont je ne suis pas sûr que vous l'ayez vue. Donc, sinus alpha, cosinus alpha, etc., tout ça, vous connaissez? Oui, là, vous avez Ah ben, c'est parce que j'ai passé le... Comment ça, le deuxième? Ah, vous avez raison, j'ai oublié le carré. Merci. Voilà. Tout à mon cosinus alpha, j'ai oublié le carré ici. Ouais, donc mettez bien carré, hein. Pas fait attention. Si je vous dis cosinus carré x plus sinus carré x, ça vous dit quelque chose? Ouais, donc les formules de trigonométrie, vous avez pour l'instant jamais vu. Ouais, cos carré x plus sinus carré x, ça fait 1. Mais vous avez aussi les formules avec cosinus 2x, sinus 2x,
ou cosinus A plus B, sinus A plus B, enfin il y a beaucoup de formules qui sont censées être à votre programme, mais que vous verrez certainement en mathématiques plus tard. Donc, je vous donne la solution. Ce truc-là, c'est la formule concernant sinus 2 alpha. Oui. J'ai pris le sur G qui est ici, donc j'ai mis là, et puis j'ai le V0 fois V0 ici, ce qui donne le V0 carré. Et j'utilise le fait que, comme tout ça c'est des multiplications, ben, je peux le mettre dans l'ordre que je veux. Non, non, voilà. Là, ici, c'est... Alors, il y a le sur G qui me donne mon dénominateur, mais je ne peux rien y faire, il est tout seul, je le mets en bas. Mais tous les autres ici, je peux les mettre comme je veux, comme c'est des multiplications. 3 fois 2 fois 4, c'est 4 fois 3 fois 2, enfin, on peut le mettre comme on veut. Donc, j'ai regroupé... alors, c'est vrai, je triche, je le regroupe sous cette forme-là parce que je sais que c'est mieux de le mettre sous cette forme-là. Ça va me permettre de répondre à la question posée. Et j'ai fait le regroupement qui m'intéressait. Voilà. D'autres questions là-dessus? Donc, je répète, l'idée de ce calcul, c'est de trouver l'angle alpha qui me permet à V0 donné de trouver le petit d maximal. Le V0, vous vous souvenez d'où il vient? Si je prends l'exemple du lancer de poids, qu'est-ce qui donne la valeur de V0? Elle vient d'où cette valeur de V0? L'objet, on est bien d'accord, il ne bouge pas tout seul. Oui? Voilà, c'est la force que va exercer le sportif pour lancer le poids. Donc, il lance son poids. Une fois que la main a lâché le poids, il n'y a plus la force de la main qui s'exerce dessus. Mais la force que l'on a donnée, enfin que l'on a exercée sur le poids, a permis au poids d'avoir une vitesse initiale. Donc ça traduit l'effort que vous avez fait. Je pars du principe que quand vous lancez le poids, vous êtes toujours à votre force maximale, puisque le but du jeu est d'aller le plus loin possible, et donc cette force maximale elle est déterminée. Donc la valeur de V0, elle ne doit pas changer. Donc avec le même effort, je veux pouvoir aller le plus loin possible. Donc je vais jouer sur la direction. Ça va, c'est bien clair pour tout le monde là? Alors, il y a deux manières de faire, là aussi. Il y a ceux d'entre vous qui sont matheux. Et là, on est bien d'accord que même si la formule est compliquée, finalement, ça veut dire que D est une fonction de l'angle alpha. C'est une fonction un peu compliquée, mais c'est une fonction de l'angle alpha. Hein. C'est sinus 2 alpha avec une constante ici. On est bien d'accord, hein, ça c'est un chiffre. C'est 4, c'est 5, c'est n'importe quoi. Oui. Donc, ça c'est une fonction de l'angle alpha. Oui. Ouais. Oui, vous avez raison, je vois. C'est clair comme ça? Donc, j'ai une fonction de alpha. Après, je veux D maximum. Vous avez fait les études de fonction? Ouais, vous avez fait les études de fonction. Comment on détermine les maximums et les minimums d'une fonction? Oui. Ouais. Mais plus précisément, si je veux le maximum et le minimum, parce qu'on est bien d'accord, si je calcule les images de ce truc-là, j'en ai pour un moment. Oui. Mais par contre, il y a une manière de faire qui me permet de trouver tout de suite où sont les maximums et les minimums. Pardon? Ouais, et bien plus précisément. Ouais. Ouais, mais les dérivés, qu'est-ce que je cherche qu'est-ce qui va me donner les maximums et les minimums? Non. Voilà. C'est les points de dérivée égales à 0. Donc pour un matheux, j'ai cette fonction-là, je dérive D par rapport à alpha, et je dois trouver 0. Avec mes notations de physique, vous vous rappelez comment on fait? Je dérive D par rapport à la variable alpha, et je dois trouver 0. Ça marche très bien. Mais ça, c'est des maths. En physique, il y a beaucoup plus simple que ça. Ça va vous donner le même résultat, hein, on est bien d'accord. Mais on va aller 3 fois plus vite. Là, il faut dériver par rapport à alpha. Pour donc dériver un sinus, c'est pas compliqué de dériver un sinus, ça donne un cosinus. Mais là, j'ai un 2, il faut sortir le 2 de la parenthèse. Enfin bref, c'est un truc qui va vous prendre un certain temps. Alors qu'on vous demande la valeur maximale possible de D. Ça, c'est constant. Ça, c'est constant. C'est la seule variable, on est bien d'accord. C'est un sinus. Donc au lieu de me casser les pieds, quelle est la valeur maximale d'un sinus? Ouais. Ben ouais. Donc au lieu de faire un truc compliqué, D est maximal. Si sinus 2 alpha est égal à 1.
quand même beaucoup plus vite. Et quand est-ce qu'on a un sinus égal à 1? Pour quelle valeur de l'angle? Il n'y a qu'une seule valeur possible. Hein. Oui. Oui. Il n'y a pas de pi. Voilà. Donc, si on est en degrés, 90 degrés. Si on est en radian, pi sur 2. C'est vrai qu'à titre personnel, je préfère quand même être en radian, puisque c'est l'unité par défaut des angles. Donc, si sinus 2 alpha est égal à 1, donc si 2 alpha égale à pi sur 2. Alors, on est bien d'accord, hein, pi sur 2 ou 5 pi sur 2. Ce qui fait alpha égale pi sur 4. Si vous êtes plus à l'aise avec les degrés, c'est 45 degrés. On pourrait mettre 90 ici aussi. Oui. Pour moi, c'est pas utile. Mais c'est une méthode qui marche très bien. Sauf que elle est beaucoup plus longue. Ouais, c'est 45 degrés. C'est alors ce que vous appelez certainement au milieu de l'horizontale et de la verticale. Voilà. Donc si vous voulez lancer quelque chose qui arrive le plus loin possible au niveau du sol, bah, faut le lancer avec un bras qui est à 45 degrés. Est-ce que, alors, dans la réalité, c'est pas 45 degrés, parce qu'on est bien d'accord qu'on a travaillé que sur la chute libre. Si on a travaillé que sur la chute libre, ça veut dire qu'on a négligé les frottements de l'air. Alors, c'est pas que sur le poids, qui est quand même quelque chose de très lourd, que les frottements de l'air sont très très importants, mais il y a une petite déviation quand même. J'avais vu un article sur l'INSEP, ça vous dit quelque chose, l'INSEP? C'est l'Institut national du sport et des études, je ne sais plus trop quoi. Donc c'est le centre des sportifs professionnels hors football. Donc c'est là qu'on a tous nos athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques après. Enfin, nos athlètes, pas moi. Donc ils vont aller aux Jeux Olympiques. Et il y avait un article justement sur le lancer du poids. Il semblerait que la valeur incluant les forces de frottement soit 43 degrés 5. Et donc il y a, à l'époque où j'ai lu l'article, il y avait sur l'INSEP un mur, et tous les gens qui faisaient du lancer de javelot ou du lancer de poids se mettaient sur le mur. Et il y avait un petit système ici avec une règle en bois qui inclinait par rapport au bon angle. Et tous les gens se mettaient comme ça, et à chaque fois ils essayaient d'intégrer, enfin un peu plus comme ça, ils intégraient cette position-là pour pouvoir la reproduire ensuite quand ils lançaient le poids. Ils filmaient pour voir si le bras était à la bonne hauteur, enfin bref. Je m'éloigne un peu de mon sujet. Donc voilà pour alpha. Ça va pour tout le monde? Deuxième partie de la question, la vitesse d'impact. Ça, c'est pas compliqué. XV, de toute manière, de T2, c'est V0 cos alpha. Ça bouge pas. YV de T2, par contre, c'est moins GT2 plus V0 sinus alpha. Oui. Oui. D'accord. Donc ça veut dire, on est bien d'accord, que là, je reprends l'exercice de la manière la plus générale possible. Donc je n'ai pas alpha égale 45 degrés. Là, je reprends le déroulement de notre question. Alors, même idée, hein. G, V0, alpha, T2, G, V0 et alpha vous sont normalement donnés dans l'énoncé. T2, vous venez de le calculer, il n'y a qu'à remplacer, faire l'application numérique. Sauf qu'ici, il y a quelque chose à trouver. Donc là aussi, je vais faire un deuxième calcul théorique. C'est-à-dire que je vais exprimer Y de V sans petit T2. Et plus exactement, je vais remplacer T2 par son expression. Ce qui fait que Y de V, c'est donc moins G, facteur de, donc le T2 qui est encore ici, 2 V0 sinus alpha sur G, plus V0 sinus alpha. Et là, si vous avez l'œil un peu mat, tout se simplifie.
les petits g, je l'ai en multiplication et en division. Donc les petits g simplifient. Je mets l'étape intermédiaire pour qu'on voit bien. Ça vous fait donc, il reste moins 2 V0 sinus alpha plus V0 sinus alpha. Oui. Et les V0 sinus alpha, ils se simplifient. On a déjà fait ça une fois. Je vous le décompose quand même encore. Ça me fait du V0 sinus alpha. Du premier terme, il me reste moins 2. Et vous vous souvenez ce qui reste du second terme? 1. Donc j'ai factorisé V0 sinus alpha. Là j'ai un moins 2 V0 sinus alpha. Et là j'ai un plus 1 V0 sinus alpha. Il ne faut pas l'oublier, ce plus 1. Oui? Pardon? Si, on est tout à fait d'accord. Voilà, ça me va très bien. Mais, comme j'ai vu la dernière fois qu'on a eu ce genre de petites choses, il y avait des personnes qui étaient un peu moins à l'aise que vous par rapport à ça. Je préfère décomposer complètement. On est bien d'accord que ceux qui sont à l'aise, vous passez directement à la formule finale, à savoir moins V0 sinus alpha. Pardon? C'est pas une obligation de factoriser. Et là, regardez. YV moins V0 sinus alpha. Je vous rappelle ce que j'ai écrit là-bas. XV V0 sinus alpha. Qu'est-ce que je retrouve? Vous vous rappelez que ce que je veux, c'est la valeur de la vitesse. Oui, monsieur Andrieux? Ah, pardon. J'ai oublié cos. C'est une bêtise. Donc, vous vous rappelez ce que je vous ai demandé, c'est la vitesse d'impact au sol. Donc, vous vous souvenez, là, on a calculé les coordonnées. Je vais donc calculer la valeur. Donc, ma vitesse d'impact au sol, que je pourrais appeler VT2, c'est donc la racine carrée de XV carré plus YV carré. Je remplace. Ça fait racine carrée de V0 cos alpha au carré plus moins V0 sinus alpha au carré. Et attention, le moins, il est dans le carré. Je développe les carrés. Ça fait racine carrée de V0 carré cos carré alpha plus V0 carré sinus carré alpha. Puisque le moins que j'ai dans la parenthèse est au carré, et donc si le tout carré, ça devient un plus. J'ai V0 carré dans les deux termes. Donc je peux factoriser par V0 carré. Ça me fait une vitesse d'impact au sol qui vaut racine de V0 carré, facteur 2. Le premier terme, c'est un cos carré alpha. Le deuxième terme, c'est un sinus carré alpha. Et j'ai rappelé tout à l'heure, cos carré alpha plus sinus carré alpha, ça vaut combien? Quelle que soit la valeur de alpha, ça marche toujours. Ça vaut 1. Ça, quelle que soit votre valeur de alpha, c'est 1. Si vous avez le moindre doute, vous prenez votre calculatrice, vous faites sinus carré 30 plus cosinus carré 30, etc. Enfin, vous y... Du coup, qu'est-ce qu'il me reste dans ma racine carrée? Il reste V0 carré. Et la racine carrée de V0 carré. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on aille jusqu'au bout de la démonstration théorique, parce que si je m'étais arrêté là, pardon, si je m'étais arrêté au tout début, on aurait trouvé un résultat
qui, à cause des approximations, n'aurait pas forcément été égal complètement à V0. Puisque quand on fait une application numérique T2, bah vous l'approximez comme d'habitude avec un ou deux chiffres après la virgule. Donc le T2 n'est pas précis. Donc le Y de V n'est pas précis non plus. Alors, qu'est-ce que je peux tirer de ça? Bah, premièrement, un grand sentiment de satisfaction déjà. J'ai un mouvement qui est symétrique puisqu'on a vu qu'on mettait autant de temps pour monter que pour descendre. Pendant la montée, mon système ralentit. Pendant la descente, mon système accélère. Donc si je pars de V0, c'est assez logique que je retrouve V0 ici. Hein, puisqu'on a mis autant de temps pour ralentir qu'on a mis pour accélérer. Ensuite, ici, vous vous rappelez? Quand on a trouvé V0, parce qu'on n'a pas, on est bien d'accord, on a la valeur de vitesse V0, on n'a pas le vecteur. Le vecteur V0, on est d'accord, hein, il est comme ça. Mon vecteur final. Dès ici, je savais que c'était V0. Parce que vous vous rappelez, les coordonnées du vecteur vitesse initiale, c'était bien V0 cos alpha, ça n'a pas bougé. C'était V0 sinus alpha, l'ordonnée, à l'instant t égale à 0. C'est le V0 sinus alpha qu'on retrouve un peu partout. Là, c'est moins V0 sinus alpha. C'est le même ordonnée qu'au point de départ, mais dirigé vers le bas, parce qu'au lieu de monter, je suis en train de descendre. Et donc, comme je descends, c'est normal d'avoir un Y négatif, parce que dirigé en sens inverse de l'axe Y. D'accord, ce principe? Donc, dès ici, rien qu'avec le raisonnement sans calcul, on aura pu démontrer que c'était V0. Parce que même coordonnée que le point de départ, mais orienté vers le bas. Voilà, c'est fini. Des questions par rapport à ça? C'est fini, mais on va recommencer. Non plus maintenant, alors on a fait le poids, on va regarder maintenant l'interaction électrique. Alors on est bien d'accord, le poids c'est lié à l'interaction gravitationnelle. Là on va regarder les forces électriques. Donc on va être sur un tout nouveau paragraphe qu'on va faire après la pause. La chute libre c'était un paragraphe grand 3. Hein. Présentation, loi de Newton, chute libre. Ouais, c'est bien ça? Donc là on fera un paragraphe en 4, mais on va faire tout à l'heure. Oui? D'accord, merci. Il y en a parmi vous qui ont cherché à regarder les vidéos de lundi ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Alors, ne me dites pas que des gentillesses. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai éteint. Il y avait cette histoire de reflet. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Quand j'écris au tableau, moi, comme ça, de mon côté, quand je regarde l'écran, ça se voit. Mais je ne sais pas trop ce que ça donne quand on est. C'est vrai aussi que quand ça se voit, c'est possible que je dise un peu parce que j'ai l'habitude. Donc, donc, si c'est pas dans le reflet, c'était quand même visible. Oui. Il y a. Oui. La seule chose, c'est que quand vous avez des questions, on ne les entend pas. Comme c'est pour l'ordinateur, voilà. Moi, il m'entend bien, mais pour le reste. Bon. N'hésitez pas à faire des remarques, hein, parce qu'on est bien d'accord, c'est ce que vous aurez la semaine prochaine. Donc, ce sera efficace, d'ailleurs, ce sera bon.
Bon. Donc, quand je vous le disais, donc un titre de paragraphe un peu long, mais mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. Alors, chargé, dans le premièrement, on a déjà revu la notion de charge électrique, de force électrostatique, etc. Particule. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Oui? Ouais, c'est ça l'idée. Même si concrètement, c'est pas le cas, parce que si je prends un proton, c'est bien une particule, malgré le fait que le proton soit divisible en trois objets. Mais voilà, particule, ça veut dire quelque chose de très petit ayant une charge électrique. Ça inclut les ions, par exemple. Un ion Fe2+, c'est une particule chargée. Voilà, alors ce qui m'intéresse surtout, c'est le champ électrique. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est qu'un champ? Même pas forcément électrique, mais au moins la notion de champ. Alors, une petite idée, mais rapide. Alors, pour illustrer ça, je ne vais pas prendre la notion de champ électrique, je vais prendre la notion... Enfin, je vais vous le dire après. On vient d'étudier ça. On a vu qu'il tombait parce qu'il était soumis à son poids. Dès que je l'ai lâché, il est soumis plus qu'à son poids, donc il va vers le bas. Ah, on était d'accord sur le fait que, quand on a fait dans les rappels, le poids, en fait, c'est l'expression de l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet. Comment la Terre elle sait que j'ai mon objet là? Vous voyez? Je prends un truc quelconque, je le mets là, je le lâche, il tombe. D'accord. Mais pour qu'il tombe, il faut que la Terre exerce une force sur lui. Et pour que la Terre exerce une force sur lui, quelque part, je dirais entre guillemets, il faut bien que la Terre sache qu'à cet endroit-là, j'ai un objet. C'est pas une évidence. Ouais. Quelque part, ça supposerait, entre guillemets, que la Terre soit intelligente, qu'elle regarde mon objet, tiens, t'as un truc là-dessus, je vais tirer dessus. Ouais. Finalement, quand on se pose la question, savoir comment s'exerce une force provenant d'un objet allant sur un autre, c'est pas si simple que ça. Et donc, le modèle de la physique qu'on a actuellement, c'est de dire que la Terre ne se pose pas la question de savoir s'il y a un objet quelque part. La Terre émet ce qu'on appelle un champ de gravitation. C'est-à-dire qu'elle transforme l'espace qui est autour en lui mettant de l'énergie disponible. Ce que vous avez appelé l'année dernière l'énergie potentielle de pesanteur. Et quand un objet se situe quelque part autour de la Terre, à ce moment-là, il est soumis à l'énergie attractive de la Terre, ce qu'on traduit en disant qu'il y a une force d'attraction qui s'exerce de la Terre sur l'objet qui le fait tomber. Et ça, c'est vrai. Vous vous rappelez que l'interaction gravitationnelle s'exerce sur tout, ça s'exerce, c'est la même chose sur tous les objets. Autour de nous, on exerce une petite modification de l'espace qui fait que, quel que soit l'objet qui rentre dans la zone dans laquelle on exerce cette petite modification,
cet objet va être soumis à une force de pesant, enfin une force gravitationnelle de notre part. C'est à peu près clair ce que je vous raconte là? Pas de question particulière? Et donc cette notion de champ, elle s'exerce sur beaucoup d'autres choses, et notamment sur les particules chargées. On a revu un petit peu en détail dans nos rappels l'interaction électrique entre deux particules chargées. La formule 1 sur 4 pi epsilon 0 QA QB sur D2AB carré. Mais avec la même idée. Si j'ai un proton, par exemple, quelque part, comment il sait que j'ai un électron qui arrive? Et donc, comment il sait qu'il doit exercer une force d'attraction sur cette particule qui arrive? Avec exactement la même expression. C'est-à-dire que ma particule chargée, quelle qu'elle soit, elle transforme l'espace qui est autour d'elle. Elle envoie de l'énergie partout dans cet espace, et cette énergie va se transformer en force dès qu'il y a un objet qui rentre dans la zone où il y a cette énergie. Et cette zone de l'espace, enfin cette énergie, on va la traduire par ce qu'on appelle un champ électrique. Donc un champ électrique, c'est ça, c'est une zone de l'espace dont on modifie les propriétés pour, comment dirais-je, y mettre de l'énergie électrique, même si c'est un petit peu léger en termes de définition. Mais voilà, c'est ça le principe. Alors quand on a une particule, c'est facile, 1 sur 4 pi epsilon 0, QA QB sur D2AB carré, donc on a le champ électrique assez facilement. Quand on a plusieurs milliards de particules, pardon, quand on a plusieurs milliards de particules, puisque vous vous rappelez qu'une mole c'est 10 puissance 23, 6 10 puissance 23, donc une mole c'est 600 000 milliards de particules. Et donc si chaque particule chargée fait son champ électrique, vous imaginez bien que pour les objets habituels un peu chargés au niveau électricité, c'est difficile de faire le calcul. Donc on globalise l'intégralité des contributions électriques données par chacune des particules chargées. Et on traduit ça par un champ électrique global. Et à ce moment-là, on fait un lien entre la force électrique et le champ électrique, comme on avait fait un lien entre le poids et l'interaction gravitationnelle. C'est à peu près clair pour tout le monde, cette histoire? Après, bien sûr, c'est comme tout, on a une formule, on applique. C'est bon pour tout le monde, à peu près? Allez, définition. Un champ électrique est une modification de l'espace. Un champ électrique est une modification de l'espace due à la présence d'un objet chargé électriquement. Ce champ électrique est noté je vous l'ai mis là, vecteur E majuscule. Ce champ électrique est noté vecteur E majuscule. Pourquoi un vecteur, à votre avis? Pourquoi pas une valeur numérique? Ce sera plus simple. Oui. Ouais. C'est parce que ce champ électrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va permettre de créer des forces. Et qu'une force est vectorielle. Autrement dit, mon champ électrique, il a une direction, un sens et une valeur numérique. Pas simplement une valeur numérique. Ça va permettre de pousser les particules chargées dans une direction. Donc, ce vecteur champ électrique est noté E majuscule. Sa valeur, donc on est bien d'accord, qu'on note sous la forme de norme 2, donc E sur un vecteur, sa valeur se mesure en volts par mètre. Sa valeur se mesure en volts par mètre. Toute particule
point. Sa valeur se mesure en volts par mètre. Et puis on continue. Toute particule qui possède une charge électrique. Toute particule qui possède une charge électrique. Q minuscule, comme j'ai mis au tableau. Toute particule qui possède une charge électrique, Q minuscule, qu'on a vu que c'était le symbole de la charge. Toute particule qui possède une charge électrique, Q minuscule, qui rentre dans un champ électrique, qui possède une charge Q minuscule, qui rentre dans un champ électrique, est soumis, donc qui rentre dans un champ électrique, est soumise à la force électrique, donc deux points, F égale QE. Et donc vous voyez par cette formule que finalement la force, c'est bien l'interaction de la particule qui rentre dans le champ électrique. Puisque c'est la multiplication du champ électrique dans lequel la particule rentre avec quelque chose qui est caractéristique de votre charge électrique. Sur le fond. C'est la même chose que ça. Ça peut être le champ de gravitation. On l'a appelé accélération de la pesanteur parce que nos formules petit a égale petit g disaient que c'est une accélération. Mais ça exprime aussi le champ de gravitation de la Terre. Et on a bien la force qui est la valeur caractéristique qui m'intéresse avec le champ de gravitation. Comme ici, j'ai la force qui est la valeur caractéristique qui m'intéresse avec le champ électrique. Et la valeur caractéristique qui m'intéresse, c'est celle qui est directement liée avec la nature de votre champ. Champ de gravitation, c'est l'électricité, c'est la charge qui est importante. Pardon. Champ électrique, c'est l'électricité, c'est la charge qui est importante. Champ de gravitation, ce qui est important, c'est la masse. Oui. Donc on reste sur la même idée. Ça va, c'est à peu près clair? Et donc l'idée, ça c'est marqué là, c'est qu'on va reprendre tout notre travail, on va faire entrer la particule dans une zone où il y a un champ électrique, et puis on va regarder comment elle bouge. Comme on a regardé comment bougeait une particule de masse m qui était soumise à un champ de gravitation, que je traduisais par petit g. Donc on va retrouver exactement les mêmes problèmes, avec exactement la même démarche. C'est-à-dire que le premier travail, ça va être de regarder quand la particule rentre dans un champ électrique, quelle est son accélération. Je place un repère, je calcule les coordonnées de cette accélération, primitive coordonnée du vecteur vitesse, primitive coordonnée du vecteur position, équation de la trajectoire et quelques questions traditionnelles. Donc notre paragraphe 4, ça va être un espèce de copier-coller de notre paragraphe précédent. Voilà sur l'idée. Alors, là aussi, champ électrique, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Donc on va faire comme on a fait pour le paragraphe précédent, on va se mettre dans la position où la force est constante. Et donc, puisque la charge d'une particule, ça ne bouge pas, il faut que je sois dans une zone où le champ électrique est constant. Alors, plusieurs manières de faire un champ électrique constant, mais ce qu'on va utiliser, nous, c'est ce qu'on appelle un condensateur. Et donc, ça va être important que vous ayez bien ça en tête, parce que le condensateur, c'est aussi un composant électronique que l'on étudiera dans la dernière partie de notre cours avant les épreuves, qui est les circuits électriques. Donc ce condensateur qu'on va étudier ici d'un point de vue mécanique, on va réinvestir ce qu'on va trouver ici d'un point de vue électronique. Puisque finalement, qu'est-ce que c'est que le courant électrique? Pour ceux qui sont avec moi en enseignement scientifique, c'est la première partie des cellules photovoltaïques. Le courant électrique, c'est tout simplement un mouvement d'électrons. Donc, un mouvement d'électrons, c'est bien un mouvement de particules chargées. Et on verra que dans le courant électrique, si les particules chargées circulent dans le circuit électrique, c'est pas parce que vous appuyez un bouton, c'est parce que dans le circuit électrique, il y a un champ électrique qui fait bouger les électrons. Et quand on appuie sur le bouton, le champ électrique qui est créé
il devient constant, enfin, pardon, c'est une mauvaise expression, il devient constant dans sa direction et dans son sens. Et ça, on reverra après. Alors, allons-y, définition. Je vous le mets par écrit ici. Un condensateur. Un condensateur est un composant électronique. Un condensateur est un composant électronique constitué est un composant électronique constitué de deux plaques métalliques. Constitué de deux plaques métalliques. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter conductrice? Parce qu'un métal, ça conduit toujours le courant électrique, par définition. Enfin, non pas par définition, mais par propriété. Donc si je dis métallique, c'est clair que ça conduit le courant électrique. Oui. Donc deux plaques métalliques planes. Deux plaques métalliques planes, parallèles entre elles. Lorsque, par plaque parallèle entre elles, point. Lorsque on soumet un condensateur, lorsqu'on soumet un condensateur à une tension, lorsqu'on soumet le condensateur à une tension, les plaques métalliques se chargent, et on verra en détail comment, mais en mars, enfin, j'espère. Les plaques métalliques se chargent à l'intérieur du condensateur. Il se crée un champ électrique, les plaques métalliques se chargent, à l'intérieur du condensateur, il se crée un champ électrique constant à l'intérieur du condensateur, il se crée un champ électrique constant, dirigé perpendiculairement, il se crée un champ électrique constant, dirigé perpendiculairement aux plaques, de la plaque positive, il se crée un champ électrique constant, dirigé perpendiculairement aux plaques, de la plaque positive vers la plaque négative, de la plaque positive vers la plaque négative. La valeur de ce champ est donnée par la relation donc vous écrivez la relation et puis ensuite j'explique tout d'un bloc. E égale U sur D est donné par la relation E égale, à chaque fois je me fais avoir, valeur absolue de U sur D. Attention, ça peut être négatif aussi. E égale valeur absolue de U sur D. Alors, je vous montre. Donc, un condensateur est un ensemble de deux plaques parallèles, planes. Donc, en gros, quand je dessine un condensateur, et finalement,
on verra que le symbole de son composant électrique, c'est ça. J'ai deux plaques métalliques qui sont planes, parallèles entre elles. Donc là, je vous fais, on sera ainsi, je vous parlerai de coupe. Mais voilà, on regarde le condensateur en face. En fait, un condensateur, c'est ça, quoi. Avec deux plaques métalliques que vous mettez l'une face à l'autre. Je la soumets à une tension. Donc vous vous rappelez le cours d'électricité, soumettre quelque chose à une tension, déjà, il faut que ce soit branché sur un générateur, etc. Et donc, quand vous le mettez à un générateur, il y a une tension qui apparaît. Si je le branchais là, j'aurais une tension de 220 volts. C'est le courant électrique. Il y a une tension qui apparaît, et cette tension, vous vous rappelez, a pour objectif justement de faire bouger les électrons. Donc, en imaginant au niveau circuit électrique, ah oui, c'est toujours pareil, vous n'avez pas fait le cours de seconde, mais ça va à peu près, la notion de courant électrique, intensité, tension, etc. Enfin, vous l'avez fait normalement un peu au collège aussi. Donc, si je branche mon condensateur à un générateur pour que l'intensité arrive comme ceci. Vous vous souvenez du lien entre l'intensité et les électrons? Non? Ah. Oui? Oui, c'est ça. En fait, l'intensité, ça mesure le débit d'électrons. C'est-à-dire combien il y a d'électrons qui sont passés par seconde. Et comme on ne peut pas compter les électrons, on parle de débit de charge électrique. Donc au lieu de compter les électrons, on compte la charge électrique. Donc l'intensité, c'est le débit de charge électrique. On reverra ça en détail dans notre cours d'électricité. Mais surtout, ce qui est important, c'est que l'électricité, en fait, elle est en sens inverse du mouvement des électrons. Donc si les électrons, si l'intensité arrive comme ceci, ça veut dire que les électrons bougent comme ceci. Alors pourquoi c'est en sens inverse? Ça, c'est pas compliqué, c'est une histoire, enfin c'est un truc historique. Tout ce qui est pile, circuit électrique, ça a été étudié en détail à partir de, disons, 1800, avec la première pile de M. Volta, celui qui était à l'origine du non-volt. Et à partir du moment où on a une pile, on a fait circuler les électrons, etc. Sauf que, je vous parle de 1800. En gros, l'essentiel a été fait entre 1800 et 1820 au niveau des propriétés. Et vous vous souvenez, hein, les électrons, c'est 1885. Le moment où tout le monde était d'accord sur le fait que la nature était composée d'atomes, c'est 1920. C'est les travaux de M. Jean Perrin. Donc, les gens qui ont travaillé là-dessus, ils n'avaient même pas entendu parler d'atomes. Le premier qui a travaillé sérieusement sur les atomes, c'est M. Dalton. Pareil, c'est 1820, 1825 à peu près. Donc, ce que les gens savaient, c'est qu'il y avait quelque chose qui circulait, entre guillemets, ce qu'ils appelaient un fluide, qui circulait dans les fils. Mais ils ne savaient pas quoi. Et donc, du coup, comme ils savaient qu'il y avait quelque chose qui circulait, qu'ils ne savaient pas quoi, ils ne savaient pas dans quel sens ça circulait. Ils ont pris ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'idée que le courant électrique partait, vous vous rappelez, hein, du pôle plus, alors à l'époque c'était d'une pile, pas d'un générateur, mais d'une pôle plus au pôle moins. Pas de bol, ça va du pôle moins au pôle plus. Bon. Une chance sur deux, ils se sont trompés. Donc du coup, l'intensité, on a gardé ça, bien sûr, parce que toutes les lois qu'ils ont écrites, ils les ont écrites avec ce sens de courant-là. Donc on a gardé ça. Mais en réalité, les électrons vont dans l'autre sens. Alors, c'est pas le plus important, on verra ça pour les circuits électriques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, j'ai les électrons qui arrivent là. Qu'est-ce qui arrive aux électrons? Ils viennent là. Et ensuite, ils font quoi? Ils font rien. Ils font rien, pourquoi? Parce que ici, il n'y a rien. Au mieux, il y a de l'air. Et j'ai deux plaques planes métalliques parallèles entre elles. Donc au milieu, il n'y a rien du tout. Ça, techniquement, on appelle ça un circuit ouvert. Qu'est-ce qui se passe pour les électrons? Au début, les électrons arrivent. Donc, ils vont se répartir sur la plaque. Et donc, vous allez charger votre plaque avec tous les électrons qui arrivent. Puis au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Même chose, on va étudier ça en détail quand on va faire notre circuit électrique. Ça va s'arrêter tout simplement parce qu'il y a suffisamment d'électrons qui créent une plaque négative. Or, les électrons sont chargés négativement aussi. Donc, ils se repoussent. Donc, l'électron qui arrive ici, quand il y a la plaque qui est chargée négativement, il subit une force qui va le repousser en arrière. Au bout d'un moment, les électrons, ils n'y arrivent plus. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? J'ai un circuit électrique. Un circuit électrique, c'est un mouvement d'électrons. Donc, si j'ai une intensité qui arrive là, pareil, ça veut dire que j'ai des électrons qui partent.
Mais comme les électrons, ils bloquent ici, et que là, finalement, il y a un isolant, ben, les électrons qui partent, ils partent forcément en provenant de cette plaque-là. Autrement dit, le courant électrique arrache des électrons à ma plaque métallique. Et donc, si le courant électrique arrache des électrons à ma plaque métallique, ben, ça veut dire que petit à petit, ma plaque, elle perd des charges négatives. C'est comme si elle gagnait des charges positives. C'est ce que j'appelais dans ma petite définition la charge des plaques. Soumis à une tension, les plaques se chargent. Et comme vous avez vu que dans un circuit électrique, l'intensité reste constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'électrons qui sont arrachés à la plaque positive, c'est le même que le nombre d'électrons qui arrivent sur la plaque négative. Donc ma plaque, elle va être chargée avec un certain nombre d'électrons ici et avec un manque d'électrons ici. Une charge positive, c'est finalement un déficit d'électrons. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que la plaque du haut donc, est chargée avec une valeur totale, nombre d'électrons que multiplié à la charge d'électrons, que j'appelle moins Q. Et ici, j'ai le symétrique. Et donc, ça ici, cette partie-là, c'est ce qu'on va étudier en détail en circuit électrique. Moi, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est ça. J'ai un champ électrique, donc on est bien d'accord que je vais appeler D tout simplement la distance entre les deux plaques. De mes deux plaques à 5 cm, à 10 cm, etc. Et mon champ électrique, je vous dis qu'il est perpendiculaire aux plaques, dirigé de la plaque positive à la plaque négative. Donc à l'intérieur, tous ces électrons et toutes ces charges positives, ça me modifie l'espace. Ça met un champ électrique. Et comme le nombre d'électrons et le nombre de charges positives qui ici restent constantes, eh bien mon champ électrique est constant. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il y a une force électrique attractive. Mais comme je mets une certaine distance, dans les composants électroniques, alors on va voir qu'il y a deux types de condensateurs dans le courant électrique. Mais dans les condensateurs de ce type-là, la distance entre les deux plaques est en dixième de millimètre. Mais un dixième de millimètre, c'est déjà beaucoup pour des électrons qui ont une taille de l'ordre de puissance moins 22 mètres. Vous voyez ? Donc, il y a tellement d'espace entre les deux plaques qu'on peut considérer que la force qui s'exerce de l'une sur l'autre n'est pas suffisante pour les faire bouger. Bon, puis l'air de rien, elles sont quand même tenues par mes fils. Hein. Voilà, vous prenez le dessin? Est-ce qu'il reste des questions sur le mode? Oui. Oui, parce que ça permet, c'est justement la géométrie qui permet d'avoir un champ électrique constant. Si j'avais mes deux plaques qui étaient planes mais pas parallèles, bah forcément, ça veut dire qu'à un endroit c'est plus proche qu'à un autre. Et à l'endroit c'est plus proche, bah forcément, comme les deux plaques sont plus proches, la force qui s'exerce de l'une sur l'autre est plus importante, le champ électrique qu'elle crée est plus important qu'à l'endroit où ils sont plus éloignés. Et même chose, si j'avais une plaque qui n'était pas parallèle, pardon, pas plane, bah ça veut dire qu'elle ferait des trucs comme ça. Et il y a donc des endroits où les deux plaques seraient proches et des endroits où les deux plaques seraient moins proches. Pas de champ électrique constant. Mais on regardera un petit peu les différents types de champs électriques qu'on peut avoir en fonction des géométries. Oui? Alors, quand vous dites vrai, vous dites le composant électronique qu'on trouve. Alors, on verra qu'il y a deux types de composants électroniques. Un composant électronique qui est de type chimique. Donc là, à l'occurrence, ça ne marche plus. Et les composants électroniques qui sont comme ça, en fait, vous avez deux plaques. Enfin, plus exactement, vous avez une plaque qui est enroulée sur elle-même. Vous voyez, toujours avec cette idée que même si j'ai un enroulement, localement, c'est quasiment plan, puisque on regarde sur des tailles très petites par rapport aux électrons. Donc on l'enroule, et le condensateur, en fait, c'est la même bande, mais vis-à-vis l'une de l'autre. On a un truc qui est comme ça, quoi. Et mon condensateur, il est ici. Mais les premiers condensateurs, là je vous parle de les premiers condensateurs, on a commencé à faire des champs électriques 1840 ou un truc comme ça. Vous voyez, les vrais premiers condensateurs, ils étaient comme ça. Et quand on veut faire un champ électrique d'intensité importante, pour ceux qui ont été déjà voir, vous savez, des musées ou le Palais de la Découverte, on s'amuse avec les champs électriques. On prend une fille, en général, avec des cheveux très longs, on la charge à 350 000 volts, il y a tous les cheveux qui partent. Vous n'avez jamais vu ça? Et là, à ce moment-là, on a des condensateurs de ce type-là, parce qu'on va pousser jusqu'à 300 000 volts.
Bon, oui, pardon. Alors, en fait, vous avez un truc comme ça. Ça, je ne l'ai pas noté, mais vous avez ici un générateur. Nous, si on a le temps de faire l'ETP, on mettra aussi une résistance pour ne pas avoir une intensité trop importante, donc par protection. Et donc, un générateur, c'est un objet qui met une tension dans un circuit électrique, et cette tension, elle sert à mettre en mouvement des électrons qui sont disponibles dans le fil conducteur. C'est expliqué dans le petit papier que j'ai donné à vos camarades en enseignement scientifique. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Hein. C'est un endroit qui est accessible pour tout le monde. Et ce que je vous explique, c'est qu'en fait, quand vous avez un fil conducteur, un corps conducteur, c'est un corps qui est capable de lâcher facilement entre 1 et 3 électrons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le bouger beaucoup pour qu'il y ait 1 ou 2 électrons ou 3 électrons qui partent. Et donc, vous avez ces électrons qui sont, entre guillemets, libres dans le circuit électrique. Et dès que vous mettez un générateur et que vous l'allumez, tous ces électrons libres, boum, ils partent, justement à cause du champ électrique qui est créé par le générateur. Et donc, les électrons, en fait, appartiennent aux atomes de cuivre déjà présents dans le fil conducteur. Ça va? Ouais. Ouais. Parce qu'on va mettre une tension, donc on va mettre un champ électrique, et ce champ électrique va exercer une force sur les électrons, et cette force va permettre à un certain nombre d'électrons de se déplacer. Tant que je ne change pas la valeur de la force, eh bien, ce sera toujours le même nombre d'électrons qui va bouger. C'est un peu rapide, hein, mais c'est l'idée. Le I, c'est le début de charge électrique. En gros, c'est le nombre d'électrons par seconde, mais qu'on représente par le nombre de charges électriques par seconde. Non, en haut, c'est des électrons négatifs qui arrivent. En bas, c'est des électrons que je retire de la plaque. Et donc, comme je les ai retirés de la plaque, ce qui était en cuivre, comme ça a perdu un électron, ça devient un ion Cu+. Et donc là, ici, en fait, c'est la charge des ions présents dans la plaque parce qu'on leur a retiré un électron. Si je devais faire un espèce de parallèle avec ce que vous avez vu, non, alors, vous ne vous souvenez plus de la partie électrique, mais vous vous souvenez, j'espère, de la partie chimie, oxydoréduction. Hein, Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. L'idée, c'est ça. C'est un petit peu l'idée de l'oxydoréduction en retirant des électrons. Mais du point de vue physique et pas du point de vue chimique. D'autres questions là-dessus? Après notre travail, eh bien, j'ai mon champ électrique. Je vais étudier 2 cas de figure. Premier cas de figure, ça va ressembler un petit peu à notre chute libre sans vitesse initiale. Je vais mettre ici un électron dont je vais supposer que la vitesse initiale est... ici, une particule chargée, dont je vais supposer que la vitesse initiale est égale à 0. Et sous l'effet du champ électrique, elle va bouger et elle va acquérir une vitesse, donc un mouvement. Et je vais chercher quel est son mouvement avec les lois horaires dont je vous parlais tout à l'heure. Deuxième cas de figure, l'électron, il va pas, la particule chargée ne va pas venir d'ici, elle va venir d'ici. Mais elle aura une vitesse non négligeable. Et je vais la faire venir comme ceci. Et donc, sous l'effet de la force électrique qui va être dirigée soit vers le haut, soit vers le bas, ma particule va dévier. Ça va être l'équivalent de mouvement d'une particule chargée avec une vitesse initiale quelconque, par rapport à ce qu'on vient de terminer tout à l'heure. Et donc, on va étudier ces 2 cas de figure. Alors, il y a plein d'autres choses. Je peux envoyer un électron avec une force électrique qui s'inverse en sens inverse, donc pour ralentir les électrons. Là, ici, je peux le faire aller vers le haut comme je peux le faire aller vers le bas. C'est à moi de recoller mon truc comme je veux. Comme pour le paragraphe précédent, on ne peut pas faire tous les cas de figure. Donc moi, je vais faire ces 2 cas de figure-là, une particule chargée que j'accélère, et une particule chargée que je dévie, vers le haut ou vers le bas, même si haut et bas, ça ne veut pas dire grand-chose ici. Avec un objectif final d'avoir en tête que c'est le principe fondamental de tous les appareils qu'on appelle des accélérateurs de particules. L'appareil dont je vous parle de temps en temps, qui est au CERN à Genève, qui sert à faire de la physique de points, au début, même pas qu'au début, tout le temps, ça fonctionne avec ce principe-là. J'ai des particules, grâce au champ électrique, je les accélère. Oui. Ouais, si je mets un proton ici, quoi. Le proton ici, que je vais mettre, alors on est bien d'accord, hein, quand je vous dis que je vais le mettre, ça veut dire que je fais un petit trou ici, vraiment très, 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 très petit. Et puis,
j'envoie un électron, mais j'envoie à la vitesse très très basse. Donc, qu'on puisse dire égal à 0. Mon proton, il monte ici, et une fois qu'il est ici, il est content. Et à la limite, il récupère un électron, ça fait un atome d'hydrogène. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un autre petit trou ici. Parce que l'objectif, justement, c'est de servir du champ électrique pour que la particule que je rentre ici, presque immobile, possède une vitesse. Puis éventuellement, on en met un deuxième, un troisième, etc. Avec pour objectif de rendre cette particule la plus rapide possible. Bref, de la faire aller quasiment à la vitesse de la lumière. En général, après, derrière, on se sert de cette particule qui va très très vite, on l'envoie sur quelque chose, ça fait une jolie explosion et on étudie les résultats de l'explosion. C'est le principe de base du travail. Voilà. Des questions? Non? Allons-y. Première application. Non, il faut que je reste. Ah, oui, ouais, j'ai oublié quelque chose. Il faut que je fasse attention à l'heure. On est bien d'accord que tout ce qu'on a fait dans le paragraphe précédent et ce qu'on fait là, c'est des exercices. C'est des exercices théoriques, parce qu'on ne fait pas de calcul numérique, mais c'est des exercices. Donc des exercices dont on a déjà parlé, que vous devez savoir refaire par cœur, etc. Et qui correspondent à une très grande partie de ce que vous aurez à faire, si jamais ça tombe, le jour du bac. Donc il faut les prendre comme des exercices corrigés. Et donc, ce que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine, en plus des cours que vous aurez en vidéo, c'est de me faire les exercices 4, 5, 6 et 7 de la planche sur la chute libre que je vous ai donnée. Y a quelqu'un qui a la planche de chute libre? Que je sois sûr de mon exercice 7. Je vais vous faire 4, 5 et 6 parce que c'est les 3 d'application directe. Et puis Tarzan. Et Tarzan, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, ces exercices 4, 5, 6, de toute manière, vendredi, je vais vous envoyer, enfin, vendredi, ce soir, je vais vous envoyer un petit mail, enfin, pour vous et pour les camarades de l'autre groupe, vous donnant les exercices. Hein. Mais les 4, 5 et 6, je vous ai mis les résultats dans l'énoncé. C'est vraiment de l'application directe des 3 cas de figure. Vous avez une chute libre sans vitesse initiale, une chute libre avec une vitesse initiale verticale, une chute libre avec une vitesse initiale quelconque. Et à chaque fois, je vous ai mis les résultats numériques de ce qui vous est demandé. En ce qui concerne les questions de recherche, de loi horaire, etc., c'est court. Donc là, je n'ai pas eu besoin de le corriger. C'est surtout l'exercice 7 qui m'intéresse, parce que lui, il n'est pas corrigé. Et lui, en fait, c'est un exercice relativement proche de ce qui pourrait tomber au bac. Voilà. Mais je vous le remettrai ce soir par écrit sur un message. Enfin, moi aussi, je devrais avoir le temps ce soir. Ou alors je le fais tout à l'heure. Bon, on va voir. Voilà. Et donc, les 2 applications que je vais vous donner, c'est au même titre que le paragraphe précédent, c'est 2 exercices corrigés, 2 exercices types corrigés. Allons-y. Donc, on place un proton. On place un proton sur la plaque positive d'un condensateur. Pardon. On place un proton immobile. On place un proton immobile sur la plaque positive d'un condensateur. Où règne un champ électrique constant, E. Sur la plaque positive d'un condensateur, où règne un champ électrique constant, E. Comme ça. Un champ électrique E. Donc, symbole. Je vais appeler pareil un petit d la distance entre les 2 plaques. Je ne vous ai pas parlé de ça, finalement. Bon, alors on prend l'énoncé et puis je reviens là-dessus. Juste pour les unités. Où règne un champ électrique E. Première question.
montrer que la seule force qui s'exerce efficacement, montrer que la seule force qui s'exerce efficacement sur le proton, montrer que la seule force qui s'exerce efficacement sur le proton est la force électrique. Ce coup-ci, je vous mets 3 questions d'un bloc, ça ira plus vite. Deuxièmement, trouver la loi horaire du proton. Donc, comme je disais tout à l'heure, vecteur accélération, primitive, vecteur vitesse, primitive, loi horaire. Donc, trouver la loi horaire du proton. Et enfin, l'application, trouver la vitesse d'arrivée du proton. Trouver la vitesse d'arrivée du proton sur la plaque négative. Trouver la vitesse d'arrivée du proton sur la plaque négative. Alors, je reviens rapidement là-dessus, mais là maintenant on a vu tous les éléments. Donc E, c'est le champ électrique. Donc, en termes d'unité, en volts par mètre. Ça, c'est ce que je vous ai fait écrire dans la définition. D, bah là je pense maintenant, il n'y a plus de problème. C'est la distance entre les deux plaques. Donc D, distance entre les deux plaques. Comme je vous l'ai mis sur le schéma. Une distance en mètres. Et U, c'est la tension aux bornes du condensateur. Et comme c'est une tension, bah comme toutes les tensions, ça se mesure en volts. Et donc c'est pour ça que votre champ électrique est en volts par mètre, parce que c'est une tension en volts que mesure une distance en mètres. Alors attention, hein, tension borne du condensateur. Donc c'est celle-là de tension. Hein. C'est pas celle du générateur. Puisque vous vous rappelez, comme j'ai mon générateur et une résistance, la résistance qui est ici, elle prend un peu de la tension du générateur. Alors, on appelle ça la loi d'activité des tensions ou la loi des mailles, que l'on verra dans le cours sur l'électricité. Mais bon, c'est pas le plus important ici, c'est la tension borne du générateur. Et au niveau des exercices de mécanique, ce que j'ai pu voir, c'est que la valeur de la tension vous était donnée. Voilà, sans préciser, on vous dit il y a telle tension borne du condensateur, ou la plupart du temps on vous donne E directement. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, ma première question. Montrer que la seule force qui soit efficace sur le proton, c'est la force d'interaction électrique. Enfin, c'est la force électrique. Qu'est-ce que ça suppose, ma question? Ma formulation de question. Oui? Ouais. Voilà. Il y a d'autres forces. Et donc, l'idée de la première question, c'est de montrer que les autres forces sont négligeables. Donc, je vais faire quoi dans un premier temps? Oui? Voilà. On va déjà faire le bilan des forces exercées. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour montrer... Alors, oui, on va faire une petite application numérique quand même pour voir. Et comment je fais pour montrer qu'une force est négligeable par rapport à une autre? Vous vous souvenez quelle opération je fais? Oui? Voilà. On divise l'une par l'autre et on regarde la valeur du résultat. Et si la valeur du résultat est inférieure à 1%, ben on peut dire que la première force est négligeable par rapport à la deuxième. Voilà. Alors, après, ben, comme on a vu plusieurs fois, la présentation. Chose que vous êtes très nombreux à avoir oublié dans le dernier contrôle. Hein. Vous vous rappelez, tout le temps, je vous ai dit, système, référentiel, repère, bilan des forces, avant de faire la deuxième loi Newton. Vous m'avez tous bien écrit la deuxième loi Newton, hein, mais beaucoup m'ont oublié toute la présentation. Donc ici, le système, ben, c'est mon proton.
Le référentiel, on ne sait pas que ça cherche à grand chose, puisqu'on ne traduit pas ça en équation. Mais, donc référentiel terrestre, parce qu'on va regarder ça par rapport à notre laboratoire. Et surtout, le repère, OXY. Que je vais représenter tout à l'heure sur le schéma. Donc comme je vais le représenter, pas tout à l'heure, maintenant, comme je vais le représenter sur le schéma, je n'ai pas besoin vraiment de préciser plus que ça. Donc, j'ai ma plaque négative, j'ai ma plaque positive, avec la petite ouverture pour glisser mon proton. Enfin, si vous ne mettez pas d'ouverture, c'est pas grave. J'ai ici mon proton. Et finalement, je vais faire simple, je vais prendre mon repère basé sur la position initiale du proton, avec l'axe des abscisses qui est selon les plaques, et l'axe des ordonnées qui sera perpendiculaire aux plaques, donc selon le mouvement. Donc je vais mettre un axe des abscisses comme ceci, un axe des ordonnées comme ceci, et attention, pour que ça soit bien, j'ai décalé l'axe des abscisses, mais je suppose que je place mon proton, vous vous rappelez, sur la plaque négative. Donc en fait, mon axe des abscisses, je place mon proton sur la plaque positive. Donc mon axe des abscisses, il est sur la plaque positive. Je le décale un petit peu pour qu'on voit bien mon schéma, mais la plaque positive est sur l'axe des X. Je vais faire ça, ce sera peut-être plus visuel comme ça. Donc, mon axe des Y bien en haut, et je dis qu'ici, j'ai D. Donc je mets ma distance petit d, qui est la distance entre les deux plaques, et comme la plaque positive, c'est l'axe des abscisses, ça veut dire que ma plaque négative, son ordonnée, c'est petit d. J'ai un champ électrique qui est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Oui. Des X. Alors, c'est ce que je disais, je le mets un petit peu au-dessus pour que ça se voit bien. Mais mon axe des abscisses, il est sur la plaque. Comme le proton doit être sur la plaque, que j'ai décalé un petit peu pour qu'on le voit. Oui. Alors, j'ai mis D parce que, pour rappeler que j'appelle D la distance entre les deux plaques, mais pour qu'on soit bien au clair sur le fait que j'ai mis mon axe des X sur la plaque positive, ça veut dire que la distance entre ici et là, c'est petit d. Donc, la plaque négative a pour ordonnée petit d, puisque ma distance est mesurée par rapport à ça. Donc ici, c'est pour rappeler que la coordonnée de la plaque positive, c'est petit d. Et donc, ma force F, sur le proton qui est ici, elle va s'exercer comme ceci. Et elle va s'exercer comme ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait que le proton va être attiré par la plaque négative. Donc c'est clair que le proton, il va monter, entre guillemets, jusqu'à la plaque négative. Et puis surtout, elle est comme ceci parce que j'ai F égale QE. Et que mon proton est chargé positivement. Donc F et E sont proportionnels. Même direction, même sens. Et ça, je vais le rappeler tout à l'heure. Donc j'ai mon... Enfin, tout à l'heure, maintenant. J'ai mon repère. Et donc, le bilan des forces exercé sur le système, par le milieu extérieur. Alors, j'ai ma force électrique. Oui, mademoiselle Caillot ? Moi, je préfère exercer sur le système. Après, si votre question en direct, c'est est-ce qu'on retire des points quand je mets juste bilan des forces, la réponse est non.
On va pas vous retirer 0,25 points parce qu'il manque 3 mots. Vous voyez, mais comme je le fais de temps en temps, vous l'avez vu sur les contrôles, quand j'ai plein de petites imprécisions, et à un moment, boum, je retire 0,25 points pour l'ensemble des imprécisions. Donc, voilà. Donc, mon bilan des forces exercées sur le système. Bon, bah clair, on a tout fait pour ça. Il y a la force électrique. F égale QE. Alors, c'est pas une obligation. Moi, je le fais pour justifier mon dessin. Je rappelle que la charge est positive, donc que F et E sont dans la même direction et le même sens. Pas de même valeur, c'est pour ça que je n'ai pas mis la même longueur. Alors, puis comme je suis sur un proton, vous savez que la charge est très petite, donc la force est vraiment petite par rapport au champ électrique. Mais bon. Et alors, qu'est-ce que je peux avoir comme autre type de force? Et on va finir le cours là-dessus. Oui? Ouais, le poids. Et c'est le poids dont on va montrer qu'il est négligeable. Techniquement parlant, c'est vrai qu'il y a de l'air entre les deux plaques, donc on pourrait dire qu'il y a des frottements de l'air. Mais la particule est tellement petite, et puis surtout, la plupart du temps, ici, on fait du vide. Donc la seule autre force, ce serait le poids. Voilà, on s'arrête ici.